Elle a le verbe très haut, le ton incisif. Il y a 2 années en arrière, elle s'était révélée à la face du monde comme une véritable enquêtrice. Notre invitée du jour n'a pas l'habitude des plateaux télé. En tout cas, c'est l'une des rares interviews qu'elle va accorder à un média. Et on voudrait lui dire merci, d'autant plus qu'elle s'apprêtait à prendre son avion pour les pays où elle réside. Mais elle a décidé de nous accorder au moins 1 heure d'entretien sur Paris. Nous recevons pour vous la guêpe. Coucou. La guêpe, Oui, coucou. Comment allez-vous? ça va super bien. Super bien. Que nous vaut l'honneur de cette visite, on va dire, de ce passage à Paris? Je suis en vacances, donc généralement je viens sur Paris, voilà et tout. Donc voilà, c'est les vacances, j'en profite. Toute l'année c'est le boulot, donc en été je me prends les vacances, voilà. C'est ça. Et vous arrivez à un moment où la Côte d'Ivoire célébrait il y a quelques jours, en tout cas, sa fête nationale. Ouais. Un mot sur cette célébration? Moi, je ne peux pas réellement souhaiter une bonne fête de l'indépendance pour la Côte d'Ivoire parce que je ne reconnais pas que mon pays, la Côte d'Ivoire, est un pays indépendant. Donc, ce jour, j'ai eu certaines personnes à qui j'ai dit bonne fête, bon dimanche, mais pas une bonne fête de l'indépendance parce que pour moi, l'indépendance, c'est un gros mot. Voilà, quand on dit on est un pays indépendant, on est un pays démocrate, on a des gestes qui sont posés dans le pays, mais quand je le sens pas, donc pour moi, c'est pas, voilà, nous ne sommes pas encore indépendants. En tout cas, le ton est donné. Vous allez voir que quelque part, elle est un peu à l'opposé, elle est aux antipodes Yes, de tout ce qui se joue en ce moment. Bien avant, on va s'intéresser à vous. Ouais. La guêpe, d'où ça vous vient ce pseudonyme? Le pseudo La Guêpe vient d'un ami que je connais, ça fait plus de 22 ans, qui m'a trouvé quelqu'un de très direct, qui, comme les Américains, les speak your mind, c'est je dis ce que j'ai dans la tête et sans vraiment de retenue. Donc, il a commencé à m'appeler la guêpe, la guêpe, la guêpe, et je l'appelais la guêpe et tout. Et quand j'ai décidé d'aller sur les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce nom. Déjà, qu'on me connaissait, on m'appelait déjà la guêpe. Et j'ai décidé, voilà, de prendre ce petit nom de caresse. Et c'est parti de là. Autre ce pseudo qu'on connaît sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, c'est quel nom? Mon nom à l'état civil, c'est Maïmouna Kamara. Et oui. Maïmouna Kamara a un parcours. Si vous devez nous le brosser, ce serait quoi? Maïmouna Kamara est une jeune fille qui est née en Côte d'Ivoire, plus précisément à Treichville. Et je n'ai pas grandi là-bas malheureusement. Et qui est venue aux États-Unis très très jeune après le bac pour poursuivre ses études et qui mène son petit chemin. Vous êtes Voilà. arrivé aux États-Unis à quel âge? À presque 18 ans. À 18 ans. Donc, ça Ouais. fait combien d'années vous résidez là-bas? Ça fait près de 22 ans que je vis aux États-Unis. Depuis 22 ans Ah. que vous vivez aux États-Unis. C'est clair que de par votre faciès, on aurait vous voir sur les réseaux sociaux, peut-être en tant que, quelque part, une influenceuse mode, ou quelqu'un qui parlerait certainement peut-être de la beauté. Mais d'où vous vient ce penchant-là lorsque vous avez décidé de faire des prises de parole sur les réseaux sociaux, de vous intéresser au champ politique? Ça vous vient d'où? La politique, j'ai grandi dans la politique pour des personnes qui ne le savent pas. La politique a toujours été dans mon quotidien parce que ma mère, elle était politicienne. Ma mère, elle était une fervente du RDR dans le temps qui a été contrainte, voilà, en exil aux États-Unis parce que à un certain moment donné, elle a eu la vie qui était très menacée. Donc, je grandis dans la politique depuis mon bas âge, depuis Adjamé, pour des personnes qui me connaissent. Depuis Adjamé, depuis le temps de Dambélé Lassina, le PDCI, avec ma mère, j'étais toujours, voilà, je faisais toujours part des campagnes. J'étais toute petite, certes, mais j'aimais très bien ce côté politique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi parce que même les réunions politiques du RDR avec certains ministres aujourd'hui qui connaissent très bien ma mère parce que on tenait des réunions à la maison.
Donc, j'ai grandi un peu dans ce concept de la politique, tout. Quand j'ai vu comment est-ce que ma mère s'est donnée à corps et âme pour Ouattara, voilà, et que elle a été menacée, elle a failli perdre la vie, et elle s'est retrouvée aux États-Unis en tant que à Salon, voilà, et tout. Et que je vois que le combat que nous avons mené tous pour Ouattara, moi précisément au niveau des États-Unis, j'ai eu à mener le combat pour Ouattara, et que je vois aujourd'hui que rien ne change, les choses vont de mal en pire. Là, automatiquement, je fais un flashback, je repars en arrière et je me demande, mais attends, c'est pas ce que je veux, c'est parce que j'ai lutté, c'est parce que j'ai donné ma vie, c'est parce que ma mère a tout perdu pratiquement. Voilà et tout. Et je commence à créer une frustration parce que je me rends compte que les choses continuent à aller dans le sens que je ne veux pas. Et je me dis, bref, si j'ai pu dire dans le temps que j'étais avec lui et que je vois que c'est pas OK, je pense que je dois avoir cette liberté d'expression, de hausser ma voix haut et fort et dire que non, je ne suis pas d'accord. Et c'est en cela que j'ai commencé à mener cette vie sur les réseaux sociaux, à dénoncer les faits de société, à dénoncer ce qui ne part pas, avec tout ce qui se passe au niveau de mon pays. C'est de là que cette envie a débuté. La politique nationale et le président Alassane Ouattara, forcément, on va beaucoup en parler lors de cette interview. Bien sûr. Mais c'est à quel moment votre maman se retrouve, on va dire, menacée et qu'elle décide d'aller rester aux États-Unis? C'est en 2002. En 2002. Et on l'a appelé un jour, on dit, on a mis des gens pour venir, vers toi parce que tu tiens des réunions. Ma mère, elle était connue au niveau d'Abidjan. Elle connaît très bien Konja, la milice Konja Camara connaît très bien ma mère. Photocopie, on a tendance à dire, voilà, le frère de Alassane Ouattara, il connaît très bien ma mère parce que ce sont des personnes qui venaient chez moi à la maison, voilà, tenir des réunions. Donc, quand les menaces ont commencé et tout, elle était obligée de partir parce qu'elle était déjà indexée, voilà, et tout. Donc, c'est comme ça. Lorsque vous parlez de 2002, ça reste une date charnière dans la vie de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'était à quelle période de 2002? Parce que de 19 septembre 2002 à tout ce qui est arrivé après, la Côte d'Ivoire n'a pas été... C'était avant le 19 septembre 2002 ou après le 19 septembre 2002? Je pense que c'était dans le mois d'octobre. Voilà, dans le mois d'octobre 2002. Et moi, j'étais déjà aux États-Unis ici. Comme je disais, je suis arrivée très jeune. Je suis arrivée vers 99, oui. Donc, elle était obligée de partir. Tout abandonner. Lorsqu'en octobre 2002, elle est victime des représailles, on va dire, est-ce que c'est pas parce qu'on l'accuse peut-être d'être de mèche avec la rébellion en son temps? Non, pas du tout. Pas du tout. Pour les personnes qui connaissent ma mère, elle a toujours été dans la politique, comme je l'ai dit dès le départ. Elle était PDCI-RDA avec le temps du député maire d'Adjamé, Dambélé Lassina. Ma mère, elle est très connue au niveau d'Adjamé. Voilà, elle est sage-femme, voilà, de carrière. Elle a plus de combien d'années. Voilà, donc elle n'a pas participé à la rébellion. Moi, j'ai pas fait la rébellion. Ma mère n'a pas fait la rébellion. Mais elle aimait le PDCI-RDA. Elle a débuté avec, et quand ça a commencé avec le RDR, et voilà, elle est rentrée dans la lutte du RDR. Donc, c'est en tant que militante RDR qu'elle se voit menacée, au fait? Bien sûr. Donc, on lui reprochait rien? Oh non, on disait, elle tenait les réunions RDR, elle était avec Ouattara. On n'était pas d'accord avec ça, donc c'était quand même, c'était chaud. Lorsque vous jetez un regard rétrospectif sur, on va dire, cette période où quelque part certains militants du RDR étaient brimés, quel commentaire vous avez envie d'en faire? J'ai vraiment pas envie de faire de commentaires parce que je n'étais pas là-bas. Moi, je peux parler de ce que ma mère a vécu. Il y a eu plein de choses qui se sont dit, il y a des personnes du RDR qui ont été menacées à ce temps. J'ai eu aussi des échos qu'il y a des personnes aussi au niveau des partisans du président Laurent Gbagbo à cette période aussi qui ont été menacés. Donc, je ne peux pas confirmer ou affirmer, voilà cela, mais je peux dire que ma mère, elle a été menacée et ça, je peux confirmer au moins. Voilà. Vous vous retrouvez aux États-Unis à 18 ans?
Oui. Votre mère, elle est menacée, du coup, elle est aux États-Unis avec vous. Bien Comment sûr. se passe votre parcours académique? Ça a pris quand même un retard parce que je venais tout juste d'arriver. Il faut s'insérer. Voilà, les États-Unis, c'est pas comme la France où la langue, voilà, le français, ça continue. Il faut apprendre l'anglais. Il faut essayer de s'insérer. Il faut voilà, se camoufler. Après cette Voilà. insertion, l'apprentissage de la langue, tout et tout, vous faites quoi comme étude? J'ai fait le cyber security, voilà, le network security. J'ai fait les études sur ça. Et C'est quoi pour mieux comprendre cyber security, c'est quoi? c'est un peu ce Un qui diplôme en concerne, sécurité? voilà, Internet sécurité, cyber, comment on appelle sécurité, je sais pas comment on dit ça OK. en français. Vous avez fait des études en informatique, on va dire Oui, ça en comme ça. informatique, OK. là, c'est ce que j'ai fait comme des études et j'aime bien tout ce qui est informatique, tout ce qui est médias, tout ce qui concerne la sécurité des données et tout. Donc, j'ai voulu faire des études, donc là, je continue toujours à aller à l'école, voilà, parce que les États-Unis, c'est l'avantage à n'importe quel âge. Voilà, quand tu as la force, le courage, la volonté, tu es déterminé, tu peux toujours continuer voilà, aller à l'école. Donc là, je continue toujours mes études. Parfait. Mais quand vous finissez quand même, on va dire, lorsque vous commencez cette formation, après vous travaillez tout de même. Oui, bien sûr, mais je ne travaille pas dans la filière des études que j'ai fait. OK. Mais normalement, quand tu finis, j'ai eu des propositions au niveau de NSC, National Security Administrative, tu travailles avec la NASA et tout, je pouvais rentrer là-bas, mais bon, il y a eu des parcours aussi qui m'ont empêché d'avoir vraiment le temps de me concentrer, voilà, aller dans ce sens. Mais généralement, quand tu fais cyber security, tu travailles sur tout ce qui est les données, informatique, sécurité, voilà, du gouvernement américain. Là, du coup, en ce moment, vous travaillez dans quel domaine d'activité? Je suis dans l'éducation. Dans l'éducation. Ouais. L'éducation, vous êtes enseignante? Oui, parent-enseignante. Parent-enseignante. Ouais. OK. Et ça se passe bien? Oh, super bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience que vous vivez qui n'a rien à voir avec votre parcours de formation? Oh oui, j'aime les enfants, voilà. Je suis l'une des ferventes personnes qui se dit tout enfant doit avoir accès à une éducation adéquate. Donc, j'aime apprendre, j'aime aider les autres à apprendre et surtout les tout petits parce que ce sont ceux qui vont prendre la relève demain. Donc, j'ai eu le goût en cela. Au départ, c'était tout juste un tout petit peu, voilà, pendant que je pars à l'école, je faisais ça, mais au fur et à mesure, tu t'habitues à ces enfants, tu vois grandir. Voilà, tu leur, comment on le dit, ingères certaines valeurs, je dis son anglais Développe de maintenant, valeur, ouais. valeurs et tout. Donc, j'ai commencé à prendre goût en cela et puis bon, je suis restée. Voilà, mais bon. L'avenir nous dira le reste. Parfait. Du jour au lendemain, on vous retrouve sous le spotlight, sur les réseaux sociaux, en train de faire des prises de parole très, très incisives. Ah bon? Ça vous vient comment? C'est le ras-le-bol, en un mot. Voilà, c'est le ras-le-bol. Quand on veut un changement, on participe au changement, on demande le changement, on impose le changement, on fait part du changement. Donc, j'arrive à un certain moment, je me dis, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me faire entendre, j'ai besoin de dire ce que j'aime pas, j'ai besoin de laisser les gens comprendre que non, je suis pas d'accord, il y a un problème quelque part, et si je ne parle pas, si nous ne parlons pas, on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce ras-le-bol, il vient d'un fait spécial ou il vient comme ça sur un coup de tête? Il vient d'abord de tout ce que je voyais déjà, cette injustice. Voilà, cette marginalisation, cette injustice au niveau de notre pays. Et je vois que il n'y a pas de changement. Voilà. Moi, j'ai cru que quand Ouattara allait venir, on allait, pour quelqu'un qui dit avoir fait les études aux États-Unis, qui a eu un PhD, qui a la mentalité américaine, anglophone, et moi qui vis aux États-Unis, je me dis, on peut avoir la même manière de concevoir. Voilà. Pour moi, la démocratie, voilà, elle doit être là. La liberté d'expression
Et il doit être là parce que je vis plus de combien d'années dans un pays où c'est respecté. Et quand je vois quelqu'un qui vient de là, je me dis, oh, il a cette mentalité automatiquement. Je me sens confortable. Mais quand je me rends compte que non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas ce à quoi je m'attends, je me dis, ah non, là, il y a un problème qui est là. C'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qui a été montré. Et ça commence à être des frustrations. Et ben, un jour, ben, on pète les plombs et puis on veut se faire entendre et Mais on débute. le jour où vous prenez votre téléphone et que vous mettez comme ça face caméra, que vous commencez à parler sur les réseaux sociaux, ça vient de quel sujet? Est-ce que vous vous rappelez ce jour-là? C'est-à-dire, il y a quelque chose au-delà de toutes les frustrations dont vous avez parlé. Peut-être il y a eu un fait particulier, un fait spécifique qui s'est passé ce jour-là et vous vous êtes dit, OK, aujourd'hui, je franchis le pas. Ouais. Oui, C'était quoi? oui, effectivement, ça a débuté avec le fait que quand j'ai appris que mon leader aujourd'hui, pour des personnes qui savent, je suis GPS, je suis dans la logique. On va beaucoup parler de votre leader. On sait que vous Bien êtes sûr. cyberactiviste proche du Bien président sûr. Guillaume Soro. Bien sûr. Génération Club Solidaire, ça, vous ne faites pas de mystère là-dessus, il n'y a Bien même sûr. pas de problème, on va forcément en parler. Donc, dites-nous, c'est là que le déclic commence, parce que c'est ce fait tangible-là qu'on voudrait. Oui, Ça commence par quel fait? oui. En tout cas, J'étais assise là dans ma cuisine et comme je l'ai dit, la frustration avait déjà commencé voilà, ça bouillonnait en à vous. bouillonner en moi et tout. Et j'étais assise là, voilà, dans ma cuisine. Je me dis, mais attends là, c'est un peu trop. Puis là, j'ai commencé à, comme on le dit, péter les plombs. Voilà, dans notre langue, dans notre, français ivoirien, j'ai commencé à péter les plombs. Et j'ai mis mon téléphone là et j'ai commencé à parler. Voilà, j'ai commencé à parler. Je dis, ah mais non, voilà, mon nom c'est Laguep, c'est mon premier direct. Voilà, je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans mon pays. Il faut Comme quoi, c'était quoi qui se passait ce Au jour-là? fait, ça avait déjà commencé à bouillonner que Soro Guibafouri-Guillaume devait rendre sa démission. C'était En tant que président de l'Assemblée de nationale. l'Assemblée nationale. OK. Et j'ai commencé à dire, mais attends, c'est trop là. Voilà, on peut pas mener ce combat pour quelqu'un et on ne veut pas adhérer à un parti politique et on nous oblige à le faire. Non, mais attends, on est dans un pays démocrate, on est dans un pays souverain, dans un pays indépendant. Et c'est pas normal. Voilà. Et sachant tout ce que Soro, le leader générationnel Soro Guibafouri-Guillaume, a eu à faire pour Ouattara, je me dis, ah mais là, trop c'est trop, mais il faut que je parle. Et c'est en cela, j'étais dans ma cuisine, j'ai déposé mon téléphone et c'est là que ça a débuté. Voilà mon premier direct pour pousser ma voix. Donc, votre premier direct se fait tout de suite parce que vous prenez fait et cause pour le président Guillaume Soro. Au départ, c'était pas que j'étais GPS, voilà. Au départ, j'étais neutre. Voilà, j'étais neutre. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à voir certaines choses, voilà et tout, je me suis dit non, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne autant sur ce monsieur? Pourtant, il a fait pas. Non, là, on parle pas de votre adhésion ou Ouais. encore du fait qu'aujourd'hui, vous menez le combat farouchement pour GPS. Ok. Mais je veux dire, en termes de prétexte communicationnel, ce qui vous emmène, vous, à prendre votre téléphone, c'est le fait que le président Guillaume Soro est acculé plus ou moins dans son camp, le RHDP, et qu'il va devoir prononcer sa démission de l'Assemblée nationale. C'est là où ça commence ou ça commence à quel moment? Non, ça a véritablement? déjà commencé, comme je le dis. C'est quelque chose qui Il avait déjà rendu démission? Il Parce que si était, j'ai bonne non, mémoire, il je crois était qu'il a dû prêt rendre démission en février. 2000, Voilà, en février 2019. c'est Et ça. moi, j'ai fait mon premier direct, c'était dans le mois de janvier. Je pense très bien. C'était Ok. bien avant OK. qu'il rende sa démission, si je me trompe pas. Voilà. Et ça avait déjà commencé en moi, au fait. J'étais pas OK avec tout ce que je voyais Mais qu'est-ce que vous reprochiez justement à cette position, à cette étape? Mhm. Le président Guillaume Soro, on lui demande soit de donner sa position clairement, Bien sûr, soit il vient au bien sûr. RHDP, Bien sûr. ou voilà, après il décide lui de rendre démission. À ce moment-là, lorsque vous voyez cette position radicale plus ou moins qu'il prend, Mhm. si vous deviez faire une lecture à ce moment-là, est-ce que vous auriez agi ainsi, vous, à sa place? Si j'allais agir comme le leader Oui, ou oui, pas? comme le leader. Oui. Bon,
on est tous différents. Je ne sais pas si j'aurais agi comme lui ou pas. Mais quand on ne veut pas de quelqu'un quelque part, il y a une pression qui est là. On lui a demandé de partir, c'est pas volontaire. Non, on lui a demandé d'adhérer au RHDP. RHDP, oui. Voilà. Mais quand tu ne veux pas adhérer à un parti politique, on t'oblige à le faire, que c'est conditionné, indirectement, on ne te donne pas de choix. Voilà. Mais est-ce que vous pouviez comprendre que vous meniez un combat avec des personnes et que vous prenez part à ce combat à un haut niveau en tant que Premier ministre, après président de l'Assemblée nationale, et que du jour au lendemain, vous vous voyez, on va dire, à rejeter toutes ces valeurs que vous avez pu partager? Non, c'est Vous pas comprenez cela? Non, c'est pas rejeter les valeurs qu'on a pu partager quand il était au temps de la rébellion, c'était le RDR. Voilà, c'était le RDR, c'était pas le RHDP. Donc il était partisan du RDR, il n'était pas partisan du RHDP. Et ça, il faut qu'on soyons clairs, nets et limpides là-dessus. Et pour moi, on peut appartenir à n'importe quel parti politique. On peut faire un parcours. Et je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux que moi, la guêpe, oui, aujourd'hui, je suis soroïste à 100%. Ça ne se discute pas. Voilà. Mais le jour que je sens que je ne me retrouve pas et qu'il y a un changement dans le parcours de Soro Guibafoury Guillaume, que je ne suis pas OK avec les idéaux, voilà, de Soro, ou bien la conception, ou bien comment on le dit, la manière dont le GPS doit, la structure, voilà, du GPS, je dois être en mesure d'être libre, voilà, de partir et d'adhérer au parti politique, ou bien de ne pas adhérer à un parti politique. Ça, pour moi, ça doit être un signe de démocratie. Parfait. C'est clair que la problématique du départ du président Guillaume Soro, du RHDP, on va dire ça comme ça, on pourrait la développer sur d'autres plateaux, Bien forcément. sûr, bien sûr. Mais au moment où vous faites cette prise de parole pour défendre plus ou moins la cause du président Guillaume Soro, parce que selon vous, il est victime d'injustice, est-ce que vous aviez, par le passé, pris langue avec lui une fois? Est-ce que vous étiez en contact? Est-ce que vous le connaissiez? Non. Je connaissais pas. Bon, oui, bien sûr, parce que je suis ivoirienne. Voilà, c'était le président, voilà, de l'Assemblée nationale et tout. Et je le connaissais un peu, voilà, dans ce sens. Non, bien avant que je préface mes prises de parole, je ne connaissais pas, voilà, Soro Guibafoury Guillaume, le leader Soro. Je le connaissais pas. Voilà. Votre premier contact, parce que lorsque vous commencez à faire des directs, forcément, vous l'avez dit, vous êtes très, très fâché parce que vous voyez qu'il est victime d'injustice. Forcément, vos prises de parole, c'est pour quelque part le réconforter, lui dire que vous êtes avec lui. Vous positionnez tout de suite comme une cyberactiviste, en tout cas à la solde du président Guillaume Soro. Non, c'était pas forcément, voilà, ça il faut que je précise, c'était pas forcément, mes prises de parole n'ont pas débuté forcément pour réconforter, voilà, le président Soro Guibafoury Guillaume. Mes prises de parole ont débuté pour dénoncer, pour crier mon ras-le-bol sur tout ce que je voyais autour de moi qui était une injustice. Et le cas du leader Soro Guibafoury Guillaume est venu s'ajouter sur le cas. Et quand c'est ajouté, je me suis dit, oh là là, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à regarder un peu plus dans le parcours, voilà, de Soro. Je me suis rendu compte, voilà, il a fait part de la rébellion, il y a certains faits et gestes qu'il a y a posés qui ont mené Ouattara, qu'on le veuille ou pas, ou bien qu'on ne soit pas d'accord avec ce que je vais dire, mais qui ont mené Ouattara à accéder à ce trône où il est aujourd'hui. Donc, pour moi, quand je vois déjà des problèmes, voilà, et que les Ivoiriens, leur vie n'a pas changé, et je le dis dès le départ que quand tu vis aux États-Unis et que tu te dis que quelqu'un vit aux États-Unis, on a une manière de concevoir. Pour moi, en si peu de temps, en ces années, quand même, le changement que j'attendais, c'est pas ce que je vois. Je vois que la vie des Ivoiriens n'a pas changé. Je vois que ça va de mal en pire. Je vois que des contrats juteux sont donnés à des membres du gouvernement. Je vois que la liberté d'expression n'existe pas. Je vois que le chômage, le taux de chômage est en train d'augmenter. Parfait. Donc, du coup, pour résumer, au départ, lorsque vous faites vos prises de parole, c'est pour dénoncer tout cela, ce malaise social qui a cours en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais du jour au lendemain, votre ligne éditoriale, elle change et vous vous dites, OK, aujourd'hui, je suis à la solde du président Guillaume Soro. Cela vient comment? De par un contact qu'il a avec vous ou comment est-ce que tout ça, ça démarre? Non, pas mes prises voilà, de position sur les réseaux sociaux. La première fois que j'ai eu à croiser le leader général Soro Guibafoury Guillaume, c'était au Croche Party,
de Londres. Et c'est là, voilà, que j'ai vu la première fois le leader. Il m'a Vous dit, êtes allé à Londres? oui, avec le Croche Party quand il faisait ses tournées en Tout à fait. 2019, voilà, et tout, Paris, il y a eu Londres, il y a eu l'Italie dans différents endroits. Et moi, je suis venue au Croche Party de London, voilà, et c'est là, pour la première fois, que j'ai eu je savais même pas qui me connaissait, pour être honnête. Il m'a dit, ah, mais la game! Je dis, waouh! Voilà, j'étais tellement, voilà, surprise et tout. Oui, ça va bien, tout. Je dis, oui, ça va bien, oh, mais assieds-toi, là. Et là, je me suis assise, voilà, il nous avait invités au dîner et tout. Après le croche, donc il a invité certaines personnes à déjeuner, voilà, et je faisais part des personnes. Et c'est là, il me dit, la guêpe, je dis, oh là là, il me connaît, j'étais tellement contente, voilà, et tout. Il me dit, c'est une marque de sympathie. Oh oui, bien sûr, et le leader, c'est une certaine considération, bien sûr, parce que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de très humble. Ça fait plaisir. Et tout, j'étais assise, voilà, sur une table avec d'autres, voilà, personnes, sont tous là. Et il me dit, non, 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 déplace-toi, comment viens la quête? Non, tu t'assois là. Et j'étais assise, voilà, à la table avec le leader générationnel sur le Africain. Je dis, waouh, c'était génial, c'était cool. J'ai vraiment apprécié le fait qu'il était très humble, vraiment très sympa. Ce voyage à Londres change votre manière de voir les choses. Oui, mais et vous dites là maintenant, j'ai trouvé mon leader. Voilà, les premières qualités que vous décelez en lui, au-delà de l'humilité, de cette modestie dont il fait preuve en vous appréciant, venant vers vous, et vous avez vu son parcours politique aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il vous dit des mots qui vous dit des mots qu'il vous sortent et vous dites là, il est en train de me convaincre ou bien là, il m'a convaincu. Est-ce qu'il vous a sorti des mots? Non, il était, ce jour-là, c'était très relax. La ministre Afusata Mbamba était là, elle était sur la table avec moi. Aussi, le leader, j'étais là. Il y avait la représentante, voilà, autant, c'était raciste, c'était pas encore GPS, Wassa Coulibaly de Londres, qui était là sur la table. Et puis, il y avait d'autres personnes. Et c'était vraiment, l'atmosphère était vraiment détendue, c'était cool. Et pour les personnes qui connaissent le leader, c'est quelqu'un qui aime quand même jouer un peu la comédie. Voilà, il est très rigolo et tout. C'était vraiment, l'ambiance était parfaite. On a déjeuné, voilà, on échangeait un peu sur tout et c'était vraiment cool. Vous n'avez pas eu à parler en aparté? Non, puisque c'était un déjeuner, tout le monde était là. Voilà, non. Pas du tout. Il n'y a pas eu de feuille de route pour dire, bon, là, tu es venu à Londres. Oh, là, vous êtes venu à Londres, du moins, vous avez vu ce qu'on a fait. Maintenant, allez porter notre parole. Il n'y a pas eu... Non, il a seulement demandé, ah, mais comment tu as trouvé le croche? Je dis, ouais, c'était génial. Voilà, le croche, c'était superbe et tout. Et voilà, c'était... Non, pas de feuille de route. Non, pas du tout. Non. Parfait. Non. Et depuis cette date? Et depuis cette date, voilà, je suis hook up, comme on l'a dit, voilà, c'est le GPS. Voilà, c'est ça. Pour parler de date, que vous rappelle la date du 8 juillet 2020? Ah, c'est un jour comme les autres. Ça vous rappelle pas un événement qui aura marqué la Côte d'Ivoire? Quel événement? Le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouais, c'est vrai. J'avais même oublié. Ouf! Je vous parle de cette date parce que c'est à la faveur de cet événement qu'on voit vraiment une jeune dame se muer pratiquement en enquêtrice, à révéler à la face du monde quelque part où se cache son premier ministre, comment il est malade, dans quel hôpital il est. Cet épisode de votre vie de cyberactiviste, vous en parlez? Comment ça vous est venu, toutes ces motivations-là, à cette étape-là de votre parcours sur les réseaux sociaux, de dire, ah, il faut que j'aille révéler toutes ces informations à travers mes directs? Ce jour a été un jour comme les autres. D'abord, il y a eu une annonce, j'avais déjà parlé sur les réseaux sociaux que le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly était mal portant. Et il y a eu beaucoup de personnes, voilà, qui ont dit non, c'était pas vrai, voilà, c'était pas, il était allé pour une routine, voilà. Et selon mes informations, mes sources, c'était au-delà d'une routine. Et je me suis dit, attends, pourquoi est-ce que on veut nous cacher l'état de santé d'un futur président? Je l'ai dit, j'ai grandi depuis plus de combien d'années, je vis aux États-Unis.
j'ai cette mentalité américaine qui est là en moi, où tout est clair et net et limpide. Le président, il est malade, on nous dit il est malade. Le premier ministre, il est malade, le vice-président, il est malade. On parle, il est malade, il est dans tel hôpital, il a tel ou tel truc, il reçoit tel ou tel soin. On fait des interviews sur les médecins souvent pour donner leur idée, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce que c'est grave et tout. On rassure les Américains. Je me retrouve à une situation où je sais que, selon mes sources, je reçois un coup de fil, on me dit non, ça va pas, il est très mal portant. Mais comme... Cette source, elle émanait de qui? Bon, je peux pas donner mes sources parce que là, voilà, mes sources, je protège mes sources et je vais en profiter pour dire merci à toutes les personnes autour de la GEP. La GEP, c'est une équipe. Voilà, la GEP, c'est une équipe. La GEP, elle a des personnes de confiance. On va parler de la personne en question tout à l'heure. Il y a Chris Yapi aussi dedans, dans votre réseau d'information? Non, pas du tout. Je connais pas Chris Yapi. Okay. Aucune idée. Tout à l'heure, on va parler de Chris Yapi. Oui, donc, je suis en train de relater. Voilà, j'ai ma source qui me dit non, il est malade, ça va pas. Je dis, mais tu es sûr? Oui, je suis sûr, ça va pas. Vous vous rappelez que cette direct-là, lorsque vous les faisiez, cette direct était beaucoup attendue de l'opinion. Vous cumuliez facilement 10 000, 20 000 personnes qui attendaient, parce que la GEP, comme vous le dites, allait casser les papos. Et vous êtes même retrouvé à appeler à l'hôpital où il était hospitalisé. Oui, bien sûr, parce que j'étais là, comme je le dis. On me dit non, ça va pas. Je dis ok. Je demande à ma source. Il est dans quel hôpital? On me dit pitié, comment Salpêtrière. Je dis ok. Donc je vais mettre mon chapeau d'investigatrice et tout, et je veux comprendre. Et si je dis, parce que j'ai déjà dit qu'il est malade, on me dit non, c'est pas vrai, il allait pour une routine. Comment est-ce que je vais prouver aux yeux du monde entier que ce que j'ai dit, c'est la vérité? Il faut que je prouve. Parce que c'est bien beau de dire qu'il est malade, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est là-bas? Je dis ok. Je prends mon téléphone, j'appelle l'hôpital. Et il faut que je précise que ce que j'ai fait, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Parce que il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est celui qui tend à devenir un futur président de la République. Et en tant que citoyen ivoirien, tout citoyen ivoirien a le droit ou le devoir de demander l'état de santé et savoir comment est-ce que son président ou son premier ministre se porte. Ne l'oublions pas qu'il a été... c'est l'argent du contribuable. Il faut que je comprends bien, mais au-delà de tout ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir quand même tout de même, on va dire, acculé une personne qui voulait protéger aussi sa santé quelque part et que l'État de Côte d'Ivoire aussi cherchait à protéger? Non, mais on peut pas protéger. C'est une personne publique. Il y a une différence. Si c'était une personne... Après, c'est vrai que vous avez cette mentalité américaine que vous mettez en avant. Ça, c'est vrai, mais est-ce que dans la communication politique par rapport à l'État de Côte d'Ivoire, si elle décide, si l'État, du moins, s'il décide dans sa communication de ne pas communiquer sur l'état de santé de certaines personnalités de rang, c'est qu'elle en a ses raisons. Non, on peut quand même leur concéder cela tout de même. Non, désolé, on ne peut pas leur considérer cela parce que c'est quelqu'un qui partait à des élections présidentielles. Il faut qu'on part sur ces principes. Quand on veut diriger un pays, on veut être à la tête d'un pays, on est supposé être bien portant parce qu'on parle de la vie de tout un État. Voilà. Mais à la suite de tout ce lynchage, on va dire médiatique, sur les réseaux sociaux, de cet acharnement à comprendre jour et nuit où est-ce qu'il était, comment il allait, et qu'après il décède le 8 juillet 2020, vous, personnellement, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Ce dénouement malheureux. Oui, ça fait mal parce que c'est un être humain. Je le dis toujours que la politique, c'est pas... Voilà, nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Bien sûr que tu as pas que tu as de remords, non, pas du tout. Mais tu te dis, voilà, c'est un être humain qui est parti. Voilà. Et Monsieur Feu Amadou Gon Coulibaly, c'était quand même une personnalité, voilà, de notre pays. C'était quelqu'un qui attirait vers vraiment, qui voulait être président de notre pays.
Donc, quand il part, oui, en tant qu'être humain, tu as déjà, voilà, cette compassion qui est là. Tu te dis, oh là là, mais j'arrive pas à croire, voilà qu'il est parti. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a eu à dénoncer qu'il se sentait mal à l'aise, qu'il était mal portant, et qu'on a fait venir en Côte d'Ivoire, malgré son état, malgré ce qu'il a eu à traverser, aussitôt que ça, il y a encore une frustration qui naît en moi. Parce que je me dis, mais attends, il ne devait pas venir de sitôt. Il ne pouvait pas, voilà, revenir. Il est malade. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé à Paris? Pourquoi il n'est pas resté où il pouvait avoir accès à ses soins adéquats? Donc, encore, on me crée une frustration. Après, mais à aucun moment, vous n'avez pas une remise en cause, vous n'avez pas de remords de vous dire, ah, je suis allé un peu trop loin, j'ai participé à un lynchage médiatique. Ça, vous n'avez pas eu de j'ai pas remords? participé à un lynchage médiatique. Si le président d'un pays s'adonne à vouloir tourner des films en nous donnant l'impression qu'il est en train de faire audio, visioconférence, mais qu'est-ce que le président de la République est en train de cacher aux Ivoiriens? Il nous cache qu'il est en train de nous emmener quelqu'un qui n'est pas apte physiquement à pouvoir gérer le pays. Et là, c'est un problème parce que quand il faut qu'on sorte de nos émotions. Et c'est ce que j'emmène les Ivoiriens, les Africains en général à comprendre que nous ne pouvons pas être là, à être OK avec certaines choses parce qu'on se dit non, c'est l'Afrique. Non, ce n'est pas normal. Voilà. Et qu'est-ce que le président Ouattara cachait? Pourquoi vouloir s'adonner à une mise en scène d'une visioconférence? Et quand j'ai vu la visioconférence, moi, je suis dans le domaine du cyberactivisme. Ah, mais pardon, j'ai fait le cyber security. Je peux détecter automatiquement que ça, c'est un montage. Je peux détecter automatiquement que c'est pas vrai. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est allé jusqu'à ce point. Là, on est en train de nous montrer que non, voilà, on n'est pas intelligent, on ne voit pas, voilà ce qui se passe. Et voilà, je me dis non, non, il faut que je le montre que c'est pas vrai, que ça c'est une mise en scène, ça c'est un montage. Et c'est en cela que l'appel avec la confirmation de ma source va sortir, va engendrer. Et vous récidivez à nouveau avec l'état de santé de l'ancien Premier ministre encore, Ahmed Bakayoko, qui lui aussi, malheureusement, va décéder après tout ce qui s'est passé. Ouais. Là encore, vous retroussez vos manches, vous reprenez les mêmes méthodes d'enquête. Bien sûr. Au final, qu'est-ce En que fait, vous c'est pas recherchiez? une méthode d'enquête pour Amadou Gon Coulibaly, oui, parce que là, le président s'est adonné à vouloir mentir aux Ivoiriens. Voilà que le feu Amadou Gon Coulibaly était bien portant et tout. Mais pour Ahmed Bakayoko, ça, je l'ai dit qu'il était malade. Il a été, voilà, tout le monde a su qu'il a été, transféré, voilà, sur Paris. Et j'ai dit, il était malade, il a été transféré. Et j'ai pas investigué dans quel hôpital il était. Pour moi, c'était pas nécessaire. Tout juste partager qu'il était malade. Et vous défendiez cette thèse de l'empoisonnement. D'où vous teniez ça? Je préfère, j'ai mes sources. Non, au-delà de protéger J'ai mes vos sources, sources. vous étiez tellement, c'est-à-dire vous le disiez avec Oui, bien sûr. une telle assurance pour vous, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Et vous insistiez Oui, là-dessus. parce qu'il a été empoisonné. Et vous confirmez encore? Oui, je confirme. Je confirme. Et vous pensez que tu aurais intérêt à l'empoisonner? Question. Dans quel sens? C'est à vous de répondre à la question. Ah, Si vous soutenez je l'ai cette déjà dit parce que Ahmed Bakayoko était, j'ai déjà dit ça dans mes directs. Ahmed Bakayoko était devenu une menace pour le pouvoir en place parce que lui aussi, arrivé à un certain moment, a voulu accéder, voilà, au fauteuil présidentiel. Donc, quand on a une menace et que quelque part on tire un peu la ficelle, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous saviez que... Oui, mais il faut que je dise aussi que j'ai prévenu Ahmed Bakayoko. Vous l'avez eu au téléphone? Non, je l'ai prévenu sur les réseaux sociaux. Quand ça a été fait lors de, je me rappelle bien, c'était mon direct pendant l'intronisation de Ouattara, quand il a, voilà, brigandé le 3e mandat et qu'il est passé.
Il a fait sa cérémonie. Son investiture, oui. Voilà, et tout. Et quand j'ai fait le direct, après cela, j'ai dit à Ahmed Bakayoko, j'ai dit, fais très attention parce que tu es sur une liste qui n'est pas bonne. Et voilà, les informations. J'ai alerté Ahmed Bakayoko. Vous pouvez aller révisionner mes directs, voilà, sur ma page. Vous allez voir que j'ai dit à Ahmed Bakayoko exactement ce qui allait se passer.